Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière séquence de la matinée, en tout cas dans cet espace, et cette troisième édition évidemment du Forum économique breton, seconde et dernière journée, avec évidemment un enchaînement de tables rondes, de conversations autour de sujets, de ces transitions que nous appelons de nos voeux, en effet, face à l'urgence climatique qui a été soulignée à plusieurs reprises durant ces 2 jours, à nouveau soulignée dans les derniers rapports et le dernier rapport du GIEC qui semble ne pas suffisamment nous alerter et nous engager à modifier nos comportements pour atteindre l'objectif fixé de réduction de la consommation nationale d'énergie de 30% en 2035 face à l'urgence géopolitique du conflit russo-ukrainien que nous avons également évoqué, remettant en cause notre souveraineté énergétique. On en a évidemment un peu parlé ce matin avec le gouverneur de la Banque de France. La transition écologique semble aujourd'hui actée, mais la mise en œuvre des projets reste lente, trop lente. Des projets qui s'accompagnent d'un besoin d'exigence démocratique. On nous demande de plus en plus de transparence dans la conduite de ces projets, de concertation. Tiens, le mot apparaît depuis quelques années dans la nature et la conduite de ces projets, de plus en plus souvent de mouvements de résistance et de contestation. Une transition désirée, mais pas toujours désirable. Alors, quelle perception les populations d'ailleurs ont-elles d'une implantation, d'un parc éolien, de grands méthaniseurs, de champs de panneaux photovoltaïques? Comment s'inscrire dans une trajectoire d'aménagement du territoire qui soit lisible et partagée? Comment créer une dynamique territoriale pour accompagner les projets et restaurer aux besoins la confiance? Comment définir, d'ailleurs à ce propos, un nouveau contrat social et territorial? Dès lors, comment accélérer la mise en œuvre de ces projets de transition énergétique tout en améliorant leur acceptabilité? Avec nous, pour en parler aujourd'hui, Christian Buchel, Daniel Kueff et Alan Fustek. Merci de les accueillir avec vos applaudissements nourris, bien entendu. Allez messieurs, je vous laisse venir me rejoindre. Bonjour, installez-vous confortablement. Pas de protocole, pas de plan de table, on fait les choses simplement. Nous sommes entre nous. Et on s'installe effectivement, on échange de manière conviviale. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Daniel Kueff à mes côtés. Bonjour, monsieur le vice-président à la région de Bretagne en charge de la mer et du littoral. À vos côtés, Christian Buchel, membre du directoire d'Enedis, directeur client territoire d'Enedis depuis 2018, filiale indépendante évidemment du groupe EDF qui gère l'exploitation du réseau de distribution d'électricité publique, le raccordement au réseau des producteurs et consommateurs et bien sûr le comptage de la consommation. Alan Fustek, à vos côtés, président fondateur de Goodwill Management, cabinet de conseil en performance économique et responsable, création en 2003, je parle sous votre contrôle, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien. Et vous êtes également président du label Lucie, 15 collaborateurs qui vous accompagnent pour ce label, qui est un partenariat avec l'association Produits en Bretagne. Nous saluons évidemment ses adhérents et ce label pour la labellisation Bretagne 26 000. Et enfin, vous êtes créateur, pour être tout à fait exhaustif, de Carlotech sur les bases technologies consacrées notamment à la transition écologique. Alain Fustek, je plantais ce décor, et on l'a vu évidemment à travers ces images qu'on rediffusait ce matin en introduction de ces journées du Forum économique breton. Au regard de l'urgence, vous définissez, vous, et vous aimez à définir, 3 paramètres. Racontez-nous. Oui, effectivement, on a une urgence qui ne cesse de s'accroître et dont on commence à peine à prendre conscience. Alors cette urgence, elle est liée à effectivement 3 paramètres, on pourra peut-être en rajouter 1 ou 2 de plus, que je vais présenter très rapidement. Le premier point sur lequel il est important de revenir, même si on en parle tout le temps, avec des informations précises, c'est que nous avons un phénomène de changement climatique qui, premièrement, est très préoccupant et qui, deuxièmement, est en train de s'emballer. Alors, quelques petites informations chiffrées là-dessus. On a aujourd'hui, au moment où nous parlons, on a une augmentation de la température moyenne à la surface du globe qui est de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on s'est engagé, dans le cadre de la COP 21 à Paris en 2015, à rester entre 1,5 et 2 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface du globe. Aujourd'hui, si on continue comme on est parti,
on ne sera pas du tout au rendez-vous. Enfin, on sait qu'on ne sera pas au rendez-vous, malheureusement. Et la tendance se situe, aux dernières estimations, entre 2,7 et 3,1 degrés. Et les promesses qui ont été faites à Glasgow, à la COP26 l'année dernière, ramènent, parce qu'on va faire des efforts, bien sûr, ramènent à 2,4. Voilà. Alors, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que, en ce moment, on n'est que à 1,1 degré de plus, alors que vous avez un tiers du Pakistan qui est sous l'eau. C'est quelque chose qui est en ce moment. Voilà. Sans parler des canicules, etc., des inondations, tout ça, vous avez suivi. Alain Fussat, pour qu'on comprenne bien, ouais. 1,1 comme ça, de manière un peu absolue, si vous voulez, sans relativiser, ça ne veut pas dire grand-chose. On se dit finalement, c'est pas grand-chose, 1 degré de plus. Ouais. Pourtant, c'est une catastrophe annoncée. Vous lui dites, on est dans le rouge foncé, ouais, et nous allons dans le noir. Alors, on va essayer de garder le moral quand même, mais il faut nous expliquer, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est effectivement le premier sujet, si vous voulez, qui est très important et qu'il faut avoir présent à l'esprit avec des chiffres qui sont parlants, comme ce point. Nous avons l'été le plus chaud qu'on ait jamais enregistré. Le précédent de 2021, c'était pareil. On voit des dégradations de partout liées aux incendies. Je ne vous fais pas un dessin. Enfin bref, premier sujet. Deuxième sujet, et ça on le dit moins, c'est que pour l'instant, sur la question du réchauffement en France, et pas qu'en France, on fait du surplace. On fait du surplace. C'est-à-dire qu'on parle de transition écologique depuis 20 ans. Moi, je suis dans ce métier, c'est mon métier depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'essaie de pousser les entreprises à s'y mettre. Voilà. La mauvaise nouvelle de la matinée, une de plus, c'est que l'empreinte carbone des Français n'a pas bougé en 20 ans. On a une empreinte carbone qui est constante. Vous voyez ? Donc ça, c'est un sujet. Pour l'instant, la transition écologique n'a pas commencé. Deuxième point. Pardon, pourquoi vous êtes inaudible là depuis 20 ans? Comment ça se fait? Vous parlez pas comme il faut, vous n'utilisez pas les bons mots, vous n'êtes pas le bon lanceur d'alerte. On est très nombreux à pousser les entreprises. Daniel, ici présent, pourra en parler aussi parce que ça a été un acteur qui pousse beaucoup depuis des années. Vous avez une inertie. Vous avez eu des doutes, les climato-sceptiques ont fait beaucoup de mal à ce sujet. Ils existent encore, les climato-sceptiques? Oui, on les entend quand même moins, mais ils existent encore un peu. Et donc, voilà. Moi, dans ma pratique, ce que je constate, c'est que le monde de l'entreprise, que je connais très très bien, puisque c'est ma clientèle, a commencé à infléchir ses positions il y a 3 ans. Voilà. On a une inflexion qui est un peu significative depuis 3 ans, mais l'inflexion depuis 3 ans, elle est encore à confirmer, si vous voulez. C'est quoi l'élément déclencheur? Pardon? C'est quoi l'élément déclencheur il y a 3 ans? Qu'est-ce qui a fait déclencher? Je ne sais pas vous dire. Pourquoi ça s'est déclenché il y a 3 ans? Ça a commencé avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a accéléré la prise en compte. Pourquoi c'est intervenu en 2019? J'ai réfléchi pourquoi, je ne sais pas répondre à cette question. Il y a eu un moment, une conjonction de facteurs, et hop, ça déclenche. Et tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ça va servir. Parce que là, je vous dis, on n'a rien fait. Je caricature un peu. On a fait plein de trucs, mais la croissance de l'activité a annulé les effets. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on se retrouve dans une situation, effectivement, où l'empreinte carbone des Français n'a pas bougé en 20 ans. Voilà. Alors, vous avez un troisième phénomène, puisqu'on était en train de faire un petit peu la liste, c'est que on annonce aujourd'hui une rareté de l'énergie qui va se confirmer dans les années qui suivent. L'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport de 2018, reconnaît pour la première fois que le pic du pétrole conventionnel a été passé en 2008, donc on est sur un plateau. Et comme la demande en pétrole augmente tous les ans un petit peu, de l'ordre de 1%, la variable d'ajustement, c'est les pétroles de schiste américains. Sauf que les pétroles de schiste américains, premièrement, ils n'ont jamais été en cash flow positif. Donc ça signifie que cette industrie-là a un peu de plomb dans l'aile quand même. Et la deuxième chose, c'est qu'un puits de pétrole de schiste, ça se tarit très très vite. Et donc le pic du pétrole de schiste, il arrive bientôt. On ne sait pas très bien, parce que tout le monde ment là-dessus, si c'est dans 5 ans ou si c'est dans 15 ans. Mais on va avoir un pic tout pétrole très bientôt. Et à partir du moment où on aura une moindre disponibilité de pétrole, toute la demande des autres énergies va se tendre. Maintenant,
Quatrième point, voilà, il y en a un quatrième quand même, c'est bien sûr les tensions géopolitiques que ça engendre. Là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on est dans une période où effectivement l'urgence avec un U majuscule n'a jamais été aussi forte. Et donc, on a ce sujet, et je réponds aussi à votre question un peu longuement, excusez-moi. Non, c'est une façon de planter le décor. Daniel QF, même constat, on fait du surplace en France, notamment malgré les lancements d'alerte, malgré les signaux, les alertes que nous lancent des gens comme Alain Fustec depuis 20 ans. Et pourquoi ça ne bouge pas? Si vous voulez, vous avez quand même un certain nombre de difficultés politiques qui font que ça traîne. Je crois qu'il y a chez nos concitoyens aujourd'hui un désir de résister à ce qui est proposé par le gouvernement, par les gouvernements. Il y a un désir de résister qui vient de deux aspects. D'abord, une démophobie. On considère que le peuple, les gens sont mal informés, sont manipulés, n'ont pas la bonne information. Il faudrait un peu de pédagogie pour les convaincre, etc. Puis de l'autre côté, des gens qui disent « mais on n'est jamais écouté, dès qu'on dit quelque chose, ça passe pas, etc. » Et le politique vient devant tout ça, au final, en disant « on vous a entendu, on vous a écouté, mais c'est nous qui allons décider. C'est nous qui allons décider, nous sommes légitimes, nous avons été élus. » Même si on a été élus avec peu de gens, et de moins en moins de gens. Voilà. Et c'est cette parole qui se met en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout projet écologique, tout projet de transition écologique, et on le sait avec la baie de Saint-Brieuc, se trouve devant des résistances extrêmement fortes. Et ce n'est pas forcément des résistances qui sont liées au projet, et dont on se trompe souvent quand on fait de la pédagogie sur le projet. C'est lié à autre chose. Je vais vous raconter une histoire vraie. Ça concerne donc l'appel à projet offshore sur la baie sur le Morbihan. Donc c'est un projet qui a fait l'objet d'une commission de grand débat, qui a statué un document qui a été donné à la ministre, qui a décidé le parc se fera là. Et à peine le parc a été annoncé, tout d'un coup, hostilité de tous les gens qui, a priori, avaient plutôt approuvé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons, avec le sous-préfet de Lorient, une réunion avec les pêcheurs. Très houleux. Il y avait un PowerPoint qui avait été prévu par les services de l'État, qui avait du mal à se dérouler tellement il était interrompu à tout moment. Et à la fin du PowerPoint, d'ailleurs, il y avait quelque chose qui était marqué « Maintenant, échange ». Sauf qu'il n'a pas... L'échange a toujours eu lieu. Donc ça n'avançait pas. C'était vraiment « on n'en veut pas », puisqu'on vous dit qu'on n'en veut pas de ce parc, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui appartient au comité local des pêches, qui est une femme, qui est salariée du comité local des pêches, et qui dit Monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président, ce que veulent dire les pêcheurs, c'est qu'ils en ont marre d'être traités comme ils sont par les ONG concernant des problématiques, notamment de capture accidentelle de dauphins. Vous voyez ? Et donc c'est là qu'est le vrai problème. Cette dame est intervenue, s'est fait applaudir, et nous avons pu continuer la réunion en disant « mais nous sommes de votre côté sur cette question-là, notamment parce qu'il y a des ONG effectivement extrêmement dogmatiques, donc comme Sea Shepherd par exemple, qui ont des projets de société qui visent à faire en sorte que de diminuer le nombre d'humains sur Terre, et qui visent aussi à donner des droits, des pleins droits aux cétacés notamment, dont le droit de ne pas être pêché et le droit de ne pas être mangé. » Donc, évidemment, c'est des ONG spécistes qui développent des théories américaines très liées à Google et autres. Donc, il faut regarder ça de très près. Et c'est ça, cette résistance-là aujourd'hui, qui fait qu'on a beaucoup de retard, qu'un parc programmé il y a 10 ans sur la baie de Saint-Brieuc n'est toujours pas inauguré. Alors, Alain Fustec, j'ai envie de vous faire réagir, et puis Christian, juste après, est-ce que vous pensez que le ralentissement, justement, de certains projets est dû à la nature ou à la contestation de mouvements type, et notamment ça a été cité, je ne sais pas, un peu extrême? Je veux dire, est-ce que le projet, c'est de réduire, évidemment, la population mondiale, qui serait d'ailleurs peut-être un facteur au-delà de la décroissance, au-delà de travailler sur les énergies, l'intensité des énergies, qui pourrait être un levier pour faire baisser le réchauffement climatique? C'est vraiment ça le projet? En fait, là-dessus, Daniel sait beaucoup mieux que moi ce genre de réaction, parce qu'il les vit tous les jours, et ce n'est pas mon cas. C'est sûr que des mouvements extrêmes ou extrémistes, il y en a dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'écologie.
Enfin, vous voyez, il y a tout accepter ou tout refuser, c'est deux façons de ne pas réfléchir, quoi. Donc la bonne attitude, elle est toujours quelque part au milieu. On a besoin de discernement sur les questions complexes. Voilà. Indépendamment du fait qu'il y ait une volonté dans certains cas de figure ou dans certains milieux de, par exemple, réduire la population mondiale, etc., vous avez des résistances qui sont des résistances que je le qualifierais de humaines. Nous avons tous des modes de comportement qui sont des modes de résistance au changement, et il y a un déficit d'information qui fait que le jugement peut être faussé, vous voyez. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est ce que dit Daniel, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on a un mur devant soi. Voilà, que ce soit pour la méthanisation, que ce soit pour l'éolien, que ce soit pour plein de trucs. Personne ne sait, on pourrait faire un petit quiz dans la salle, hein, combien de grammes de CO2 pour de l'électricité à base de charbon? 1 kilo. Voilà. Combien de grammes de CO2 pour de l'électricité à base de méthane? 16 grammes, de biogaz, 16 grammes. Combien de comment dirais-je, de grammes avec du photovoltaïque? Ça se discute, mais enfin, on est aux alentours de 30-40 grammes, et avec une centrale nucléaire, 6 grammes. Bon, ben, si on a compris ça, et qu'on a compris qu'on est en train de cramer, on arrête de discourir sur le fait qu'il y a un petit risque, il y a un petit peu de H2S qui s'échappe du méthaniseur. Voilà. Est-ce qu'on a un problème effectivement de communication ou de pédagogie, Christian Buchel, sur la présentation, la conduite de ces projets? Je vous disais en introduction, c'est confirmé évidemment par l'expérience et l'expertise de Daniel Keuf en tant que politique, évidemment, sur le territoire. Est-ce qu'on a un problème de communication? Est-ce qu'on est toujours en retard par rapport aux contestataires qui sont contestataires par nature, je dirais, dans l'émergence des projets et leur conduite? Je trouve 1, 2, 3, ça fonctionne. D'abord, je trouve que c'est intéressant la table ronde telle qu'elle est faite, parce que je pense qu'il y a l'analyse chiffrée, hein, que vous n'avez pas testé le quiz, peut-être j'étais pas loin des réponses, mais il y a le politique qui est le mieux placé. C'était très intéressant l'exemple des pêcheurs que vous avez cité, puis il y a l'entreprise. Donc j'essaie de ne pas me mettre dans un rôle de commentateur. Enfin, ce que je veux quand même dire, un peu en réponse à votre question, c'est que vous avez cité Glasgow. Entre Rio et Glasgow, il y a quoi? Il y a 30 ans. On ne peut pas dire qu'en termes de prise de conscience, ces 30 ans ont été linéaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les ans un peu de dose en plus de prise de conscience dans la planète, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc ça veut bien dire que quelque part, le ressenti, et je reviens un peu sur votre question, le ressenti, il n'est pas lié qu'à des chiffres, pardon, mais il est lié effectivement, quand il a fait très très chaud ici en Bretagne, j'ai cru comprendre, chez moi en Alsace aussi, il a fait très très chaud, c'est là qu'on prend conscience. On a eu à Enedis gérer, on va dire, l'impact des feux, pour maintenir, on va dire, la distribution d'électricité. Bon, c'est là que la prise de conscience vient. Alors si je sors un peu du commentaire, je partage, moi, pas tout à fait quand vous dites on fait sur place. Alors c'est vrai qu'il y a la croissance, vous l'avez dit après, hein, c'est-à-dire que la croissance a en partie mangé effectivement l'empreinte. Mais je ne crois pas qu'on fasse alors je ne sais pas si c'est avant Covid, c'est 3 ans, 4 ans, etc. Mais quand je vois, nous, donc vous l'avez dit, hein, on gère les réseaux, vous l'avez bien dit d'ailleurs, parce que les propriétaires des réseaux sont dans la salle, puisque ce sont les collectivités locales. Vous avez des concessions, pour que tout à fait précis. Des concessions, et j'y reviendrai, parce qu'en termes de transformation, je pense que c'est un levier majeur d'aligner, on va dire, les politiques publiques locales et on va dire, des politiques industrielles plus globales. Mais je ne pense pas qu'on ait fait du surplace quand même. On regarde les énergies renouvelables. Là, vous avez cité le biogaz et vous avez cité le nucléaire. Les énergies renouvelables. Alors, la France est toujours en retard encore sur ce qu'on appelle la PPE, les pluriannuels sur les énergies renouvelables. Ceci étant, personne ne le sait parce que ça se fait dans un bas bruit. À Enedis, le réseau de distribution, qui est le réseau basse tension et moyenne tension. Hein, ce n'est pas les grandes lignes, c'est les lignes juste derrière la prise. On a connecté en 2021... on a connecté 2,5 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 2 réacteurs et demi. On parle souvent plus d'un réacteur qui marche ou qui a du mal à marcher que, on va dire, des 2,5 gigawatts. Alors, est-ce que 2,5 gigawatts,
Alors là, c'est solaire plus éolien. Hein. Alors on n'est pas sur l'offshore, puisque là, je parle vraiment de l'éolien et du photovoltaïque, qui fait 95% de renouvelables quand même, hein, en France comme en Europe, de façon globale. Est-ce que c'est assez? La réponse est non. La réponse est non, mais le mouvement est vraiment parti. On devait être, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais on devait être autour de 40 000 ou 30, même moins, je pense 30 000 raccordements de renouvelables en 2018, parce que ça fait 3 ans par rapport, oui, 2018, 40 000. On va terminer l'année, je pense, autour de 80 000. Et on projette plutôt des 130 000 raccordements. Hein. Il y a 500 000 producteurs en France aujourd'hui. Il y a 500 000 producteurs qui n'existaient pas. Il y avait quelques dizaines de la petite hydraulique. Il y a 500 000 producteurs d'électricité raccordés au bout du tuyau, quoi, hein. C'est-à-dire l'électron, il part dans l'autre sens et pas dans haut et en bas. Donc je pense que ça bouge. Deuxième illustration pour dire que ça bouge, et là, nous on a un rôle majeur à jouer comme infrastructure publique, appartenant aux collectivités locales en plus. On ne peut pas être plus public que ça. Deuxième sujet, c'est l'électrification. Alors là, sans doute, ça ne bouge pas assez. Là, la situation de la France, vous avez évoqué le nucléaire, est évidemment très différente des autres pays voisins. En France, on doit être autour de 25% de la part énergie qui est électrique. Je crois qu'au niveau européen, on est autour de 15, 16, 17 dans ces eaux-là. J'étais en Allemagne quelques années, ça doit être autour de 10% en Allemagne. Est-ce que 25% d'électricité, qui est donc bas carbone avec les grammes que vous avez justement cités, c'est assez? La réponse est non. Et là aussi, on est sur un mouvement quand même assez considérable d'électrification des usages. C'est encore difficile d'apprécier le chiffre, mais je peux vous dire ce qui se passe aujourd'hui sur les pompes à chaleur dans le pays est considérable, c'est-à-dire des chaudières fuel / gaz qui disparaissent au profit de pompes à chaleur. On a encore du mal un peu, je regarde le collègue directeur régional de Bretagne, un peu du mal à l'évaluer parce qu'en fait, on ne change pas tant que ça l'infrastructure, mais ça bouge. La mobilité électrique. Alors oui, ça a traîné des années. Oui, il y a eu un sujet de constructeur automobile qui a investi pendant des décennies dans des moteurs thermiques à basse consommation et qu'on lui dit, non, tu sais pas quoi, tu vas arrêter ça et tu vas faire des moteurs électriques. C'est quand même une autre industrie. Mais maintenant, si le 17 millions de véhicules à l'horizon, enfin tous les chiffres qu'on connaît tous, l'électrification, là aussi avec les collectivités, avec les territoires, l'électrification et la mise en place de bornes de recharge, ça avance quand même très très vite. Alors le temps, je citerai juste encore un autre exemple. Donc, 1, les renouvelables, 2, l'électrification des usages, et puis 3, quand même, la prise de conscience, au-delà des chiffres, effectivement, on va dire du GIEC ou des communications, la prise de conscience quand même de la consommation. On vient de terminer le déploiement de Linky. Bon, il y a eu beaucoup de discussions sur Linky, grand programme industriel, etc. Aujourd'hui, on parle de rareté de l'énergie, vous l'avez dit. Il y a 10 millions de Français qui suivent leur courbe de charge, alors peut-être pas au quotidien, mais qui suivent à travers Linky, soit à travers leur fournisseur d'électricité, vous savez, c'est le fournisseur qui fait la facture, qui a un site. Nous, on a Enedis, on a un site aussi. Alors nous, on ne s'exprime pas en euros, on s'exprime en kilowattheures. C'est encore plus facile à suivre puisque ce n'est pas lié au prix. Il y a 10 millions de Français qui suivent. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer avec les données de Linky, en respectant bien évidemment les règles de confidentialité, on l'a bien de compris. respect, mais quand vous regardez ce qui est possible de faire avec la data science, pour utiliser un grand mot, pour aider les collectivités, on travaille avec les régions, avec la Banque des Territoires sur comment prioriser et suivre l'efficacité d'une rénovation thermique en analysant les données, avant, après, pendant les travaux, pour avoir l'efficacité en termes. C'est formidable ce qu'on peut faire avec les données. Donc vous voyez, les choses bougent quand même. Alors est-ce que ça bouge assez vite? Sans doute non, mais les choses bougent vraiment. Et j'arrête là dans cette première. Ça bouge aussi parce que les investissements, vous avez parlé de cash flow à un moment, les investissements sont en train de venir sur ces sujets. Nous, à Enedis, on est passé de 2 milliards par an, on est passé à 4 milliards. 4 milliards, un peu plus que 4 milliards, je pense, en fin d'année. Avec les collectivités locales qui investissent aussi, on doit être pas loin de 5. Donc l'investissement commence à se mettre sur les infrastructures. Et ça, c'est plutôt bon signe. Daniel Cueff évoque la contestation naturelle, évidemment, qui émane de ces projets à leur démarrage et puis dans leur déroulement. On peut vous rappeler notamment ces réunions publiques qui sont parfois caractérisées, je peux effectivement en témoigner. On n'est pas dans le surplace. Réponse de Christian Buchel, ça bouge, ça avance. Pourquoi vous avez besoin de montrer cette image un peu pessimiste, il faut le dire, du surplace? D'abord, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christian.
la réalité, elle est complexe par définition. D'un mot, si on regarde la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France depuis 1990, sur le territoire français, on a moins 19%. Voilà. En ceci, c'est ce qu'il dit. On est d'accord. On a moins 19%. Avec la trajectoire, si on continue comme on est parti, à la fin en 2030, on est à moins 25. Il faut qu'on soit à moins 55. Bon. Mais, si vous voulez, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'empreinte carbone des Français n'avait pas changé? Parce que entre 1990 et aujourd'hui, le détail qui a échappé à personne, c'est qu'on a délocalisé massivement l'industrie française. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on importe du carbone avec tous les produits qu'on achète en Chine, en Inde, au Brésil, etc. Et l'empreinte des Français n'a pas changé, elle est constante, vous voyez. Donc en fait, il y a des tas de choses qui sont faites et qui sont effectivement tout à fait louables, et il n'y a pas de débat là-dessus, et heureusement qu'on le fait, mais on a des phénomènes de compensation négative dans l'autre sens qui font que, pour l'instant, alors qu'il faudrait qu'on ait réduit beaucoup, on n'a pas réduit. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors, on va évidemment parler du besoin ou de la capacité, la stratégie d'ailleurs de relocalisation des activités économiques en Bretagne. Est-ce qu'on peut toutes, évidemment, les relocaliser? On parlait notamment d'industrie et d'acceptabilité d'ailleurs. Avant ça, évidemment, la production de ces énergies, de réduire l'énergie fossile et de l'acceptabilité de ces projets-là. Parc éolien Saint-Brieuc, ça vous parle un petit peu quand même. Installation des méthaniseurs aussi. Où est-ce qu'on en est de ces projets-là et de leur acceptabilité sur le territoire? Et puis après, Christian réagira aussi sur l'acceptabilité de ces projets, notamment ce qu'il n'y a pas un effet d'opportunité avec ces problèmes de souveraineté énergétique qu'on évoque dans ce conflit russo-ukrainien. Daniel Koeuf. Oui, la prise de conscience d'un problème ne signifie pas que des changements de comportement. Nous savons par exemple qu'il nous faut réduire absolument notre consommation électrique. Ça ne va pas nous empêcher de passer 2 heures ici avec des projecteurs qui vont cracher pas mal, alors que nous sommes à Saint-Malo en plein jour avec de la lumière naturelle. Donc on continue à fonctionner comme avant. On n'arrive pas à prendre des décisions vraiment importantes. Et c'est comme quelqu'un qui sait très bien que fumer tue, c'est pas pour autant qu'il va arrêter de fumer. Donc la prise de conscience n'est pas une modification des choses. Donc aujourd'hui, la question écologique se résout dans la praxis, c'est-à-dire dans la pratique de l'écologie. Et là, les discours ne suffisent pas, il faut de la démonstration. Quand il s'agit dans ma petite commune de Langouette d'avoir le compteur Linky, j'ai eu tout de suite, immédiatement, un désir de résistance de mes habitants. On dit il ne faut pas, etc. Et donc ce désir de résistance qui s'appuie sur il nous propose ça, ça ne va pas, ben on va s'y opposer, pas parce qu'on est contre a priori, mais parce que voilà, c'est une position qui vient par une autorité municipale ou une autorité régionale ou une autorité de l'État. Et donc là, c'est là que la situation est difficile, parce que sur le compteur Linky, par exemple, le compteur Linky allait faire flamber les maisons. Le compteur Linky allait savoir ce que vous allez faire de vos données. On allait savoir comment vous vivez. Le compteur Linky, et nous disions que c'était un compteur, Linky ou autre, mais un compteur qui nous permettait de travailler sur la transition écologique. Donc on a fait un gros travail, mais les habitants ont été convaincus le jour où nous avons inauguré un tracker de production électrique en autoconsommation individuelle, où, grâce au compteur Linky, les gens ont pu en fait être acheteurs d'une électricité qui n'augmentera pas pour eux pendant 25 ans. Donc oui, alors là, par le coup, vous êtes le roi de la Terre. Mais c'est la démonstration, c'est par la démonstration et par l'action et par le fait que, pour le coup, effectivement, le compteur Linky est rentré dans les habitus des gens et dans la façon de contrôler son énergie, la façon de comprendre heure creuse, heure pleine, etc., etc. Donc ça apporte un bénéfice. Et tant que les personnes n'ont pas la conscience qu'il y a un bénéfice, ils ne changeront pas leur pratique. Et donc c'est là tout l'enjeu aujourd'hui que nous avons politiquement. Alors évidemment, quand le désir de résister se met en place, il est extrêmement violent la plupart du temps, extrêmement rapide, et là il va se baser sur un certain nombre de fausses informations, ce que j'appelle les bobards. Par exemple, sur la baie de Saint-Brieuc, il y a un bobard sur lequel nous n'avons toujours pas réussi à répondre, mes prédécesseurs comme moi-même, c'est que l'opérateur qui est autorisé à faire les travaux donc, du parc éolien est autorisé par l'État à détruire 59 espèces protégées. Vous
voyez. Et effectivement, il y a un arrêté du préfet qui, dans sa littérature, commence un peu comme ça, sauf que ce n'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est que l'opérateur est autorisé à commencer les travaux malgré la présence de 59 espèces protégées, avec l'absolue nécessité et l'absolue exigence du cahier des charges de respecter ces 59 espèces et de n'en porter aucunement atteinte. Oui. Mais ce Bobard a permis a fait le tour de la presse, le tour de la Terre, c'est devenu une réalité où vous avez quand même des journaux nationaux, parisiens certes, mais qui disent comment dirais-je, baie de Saint-Brieuc, la biodiversité de la baie de Saint-Brieuc sacrifiée au nom de la transition électrique. Daniel, donc ça, c'est des... Daniel, que vous avez un coup de retard en communication. Vous avez un coup de retard en communication systématiquement. Vous êtes rattrapé par des fake news ou des bobards, ce que vous nommez. Comment vous expliquez ce retard? Oui, on a des retards en communication parce que notre communication est plus compliquée. Quand vous avez une ONG Sea Shepherd qui va avec un navire, enfin un bateau, un Zodiac, qui va avec un soi-disant chercheur Shadok qui prend une grande barre métallique, qui fait un boucan de fou dans cette barre métallique, qu'il y a un plongeur qui va mesurer l'acoustique du bruit qui a été fait et qui ressort suffoqué en disant « c'est épouvantable, les poissons vont vivre comme dans une discothèque ». Et bien ça passe sur la 6, ça passe partout, parce qu'ils ont embarqué les journalistes qui racontent ça. Et alors il faut arriver à avoir la parole de journaliste. Et moi, j'ai dit, écoutez, les poissons ont vraiment de la chance parce que nous, depuis 2 ans, les discothèques sont fermées. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver les éléments. Bon. Mais si vous voulez, on rame après parce qu'effectivement, c'est de la mauvaise foi, c'est de la fausse science, etc. etc. Et à chaque fois, il y a un déni aussi. C'est un peu, on conteste les politiques, mais on conteste aussi les chercheurs. La coquille Saint-Jacques, par exemple, il y avait un doute. Les pêcheurs pensaient que les travaux allaient bousculer la reproduction et le développement de la coquille Saint-Jacques. Donc c'est une question fondamentale. Donc on a fait des expériences avec le professeur Chauveau du CNRS qui a vraiment torturé les pauvres coquilles Saint-Jacques en bassin sur terre, mais également en mer, pour montrer que les coquilles Saint-Jacques ne répondaient en rien aux agressions de bruit, et donc il n'y avait pas d'impact ni sur la coquille Saint-Jacques, ni sur la reproduction de la coquille Saint-Jacques. Et donc c'est un chercheur très reconnu, mondialement connu, il dit oui, mais celui-là, il n'est pas de notre côté. Voilà. Donc évidemment, et les chercheurs ont été d'ailleurs très secoués sur ce projet, parce qu'on leur a demandé de prendre position contre le parc. Et donc les chercheurs ont dit nous refusons cela. Et ça, c'est très embêtant parce que nous avons aussi besoin des ONG, républicaines et d'intérêt général, France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, qui, eux, sont de nature à nous alerter et à nous dire attention, avez-vous pris en compte ça ? Ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, sur le parc de la baie de Saint-Brieuc, il y a quand même 60 équivalents temps plein, rien que pour surveiller la protection de la biodiversité et de la biomasse. Donc, c'est très intéressant. Mais tout ça, vous voyez, c'est extrêmement compliqué et ça ne passe pas l'antenne où je vais être obligé d'expliquer pendant un quart d'heure que quelque chose qui aurait eu une image spectaculaire et communicante. Bon, évidemment, cette guerre de la communication, on comprend bien, de l'acceptabilité des projets. Alain Fustek, je voudrais vous faire réagir, et après Christian Buchel. baie de Saint-Brieuc, c'est très intéressant, parce qu'au démarrage, je parle sous votre contrôle, il y avait plutôt de l'assentiment, de l'envie d'y aller, il n'y avait pas de résistance. Comment ça se fait qu'elle est venue après ? Je veux dire, on a eu des allers et retours, et les résistances ou les levées de boucliers sont venues assez récemment. Alors moi, je ne connais pas le dossier de la baie Saint-Brieuc. J'ai l'impression, vu de ma fenêtre, mais ça c'est Daniel qui peut le dire, j'ai l'impression, vu de ma fenêtre, qu'il y a eu de la résistance tout le temps. Il y a eu à un moment donné une acceptation, une acceptation qui a voilà. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu une recrudescence de l'opposition. C'est pas linéaire, ça fluctue. L'opposition, elle est quand même assez systématique. Et effectivement, ça plombe la transition parce que on met des années et des années à aboutir à des petits résultats.
Alors qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'urgence, enfin, elle est sous nos yeux, quoi. Et là, tout le monde va en souffrir, mais très, très gravement. En fait, si vous voulez, ce qu'il faudrait arriver à faire passer comme message, et c'est pas facile du tout, on est nombreux à s'y employer, on n'y arrive pas bien, c'est de deux mots, choisissons le moindre. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères avoir ton paysage qui est dénaturé, acceptons-en l'augure, par une éolienne, par exemple, une éolienne terrestre, ou bien est-ce que tu préfères... et donc, ok, donc pas d'éolienne, et puis il y aura un problème pour se chauffer cet hiver. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'énergie parfaitement propre, il y a des dommages collatéraux tout le temps. Et donc, c'est un peu enfantin de dire je veux ce qui est bien, mais je ne veux pas les inconvénients. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la contradiction inhérente, évidemment, à l'acceptabilité de ces projets, mais pas, comme voilà, les Anglais disent, not in my backyard. Enfin, c'est-à-dire on est prêt aux éoliennes, mais pas à côté de chez nous, quoi. On prend un sujet négatif, on dit ça, j'en veux pas, mais on ne regarde pas la conséquence globale, y compris pour soi-même. C'est ça qui est effrayant. Le prix de nos libertés suppose des sacrifices, on l'a bien entendu, de notre président. Ce sont ces sacrifices d'acceptabilité, notamment de ces projets qui peuvent dénaturer les paysages, nos littoraux, notamment. Moi, je crois beaucoup au mot que vous avez utilisé, Monsieur Coef. Vous avez dit le bénéfice. Je crois beaucoup à ce mot-là. Vous avez cité un exemple, alors peut-être pour toutes les personnes dans la salle, vous avez cité l'exemple, effectivement, en parlant du compteur Linky, avec les données. D'ailleurs, dans tous les pays européens, ça s'est fait, ils n'ont pas donné de nom. Donc, la culture française, elle n'est pas une exception non plus. Il y a eu des contestations en Espagne, etc. C'est déployé partout. Mais je trouve que c'est très intéressant de rentrer par le bénéfice, parce que vous avez cité l'autoconsommation collective. C'est quoi ? On crée une communauté, c'est très culturel en plus, on crée une communauté. Certains de la communauté investissent dans un panneau photovoltaïque, par exemple, c'est plutôt du photovoltaïque dans ces cas-là, et partagent ces données. Alors il faut accepter de partager ces données, transparence, donc on est dans le changement comportemental, et partage ces données pour que, de telle façon qu'on va dire, on optimise un peu collectivement l'électricité produite par l'un ou plusieurs de cette communauté. Pour ça, il faut des données, pour ça, il faut prévoir les données, il faut prévoir l'ensoleillement, il faut de la science, etc. Et je crois beaucoup aux bénéfices. Je ne connais pas assez le dossier de Saint-Brieuc pour faire un commentaire, mais je pense quand même, quand l'électricité va être injectée et que la collectivité territoriale, je ne sais pas à quelle échelle, si c'est à l'échelle des départements concernés, à l'échelle de la région, en termes d'empreinte carbone par habitant, je pense que ça, c'est un bénéfice quand même. Donc premier sujet du bénéfice. Deuxième sujet du bénéfice, je crois que la jeune génération, je considère déjà que je ne suis plus de la jeune génération. La jeune génération, elle accepte, vous avez dit le prix, contrainte, je ne sais pas. Oui, mais aussi pour des raisons dynamiques. Quand vous regardez le nombre de jeunes qui veulent rentrer dans ces métiers, des renouvelables, etc., pour des raisons, j'allais dire, de sens, au sens... de sens, vision, de partage de valeurs, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Donc ça, c'est quand même extrêmement encourageant. Et ces mêmes jeunes générations sont prêts, alors moi, je ne dis pas sacrifice, mais sont prêts, on voit bien, ce n'est pas réservé à tel ou tel parti politique, d'ailleurs, pour parler d'un, je sais pas quoi, d'un passeport CO2, pour dire, j'ai déjà... on en a tous autour de nous. Moi, j'en ai pas mal autour de moi dans ma famille où les jeunes parlent de passeport CO2. Ils disent, attends, j'ai déjà pris l'avion, je vais plutôt prendre le train. Donc, je pense qu'on est en train de changer. La question, c'est plutôt la vitesse. La question, c'est la vitesse. Nous, on attend beaucoup l'industrie générale, Enedis, mais je pourrais parler au nom de RTE aussi, les infrastructures. On attend beaucoup, et nos collègues producteurs, le syndicat des énergies renouvelables, France Énergie Éolienne, on attend beaucoup de la loi d'accélération. On verra bien à l'Assemblée nationale comment ça va se passer, comment la diversité de l'Assemblée nationale va traiter cette loi. Mais oui, on a besoin d'accélérer. Et je suis d'accord avec M. Coef aussi quand vous dites communiquer autour du projet, c'est évidemment indispensable, mais ce n'est pas suffisant pour donner du sens. Mais cette loi d'accélération, on en a vraiment, vraiment besoin, quoi. Donc on a fait des propositions les uns les autres sur les délais administratifs, sur l'alignement aussi de la puissance publique, pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire que comment l'ensemble de la puissance publique elle est alignée pour les autorisations sans rentrer trop dans le détail.
Et au niveau européen aussi, parce que vous avez parlé, je partage ça, vous avez parlé de l'importation de gaz à effet de serre. Vous avez 1000 fois raison, parce que quand on regarde, j'ai plus le chiffre en tête là par contre, mais le développement des énergies renouvelables dans le monde, alors que la part carbone continue d'augmenter. Il y a la croissance, mais il y a des pays où on importe. Bon, quand même, la taxe carbone aux frontières de l'Europe, on en discute depuis combien de temps depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Bon, là, la Commission européenne, d'ailleurs, se réunit la semaine prochaine. On verra bien si ça devient concret. Mais ce sont des décisions à prendre. Alors, est-ce que c'est du sacrifice? Est-ce que c'est un prix à payer? Je n'utiliserai pas ce mot-là. Moi, je reviens, moi, sur plutôt l'angle de la transformation optimiste. Je ne crois pas au changement par la peur. Sur l'angle optimiste, de dire quels sont les bénéfices pour nous, mais plus encore pour la génération ou les générations qui viennent derrière nous. Alors le bénéfice, la vitesse, on va évidemment parler de la Bretagne parce qu'on est sur le forum économique breton, une Bretagne qui est une région, Alain Fustet, qui est très consommatrice, intensive en pétrole notamment, en énergie fossile. Comment est-ce qu'on la fait pivoter? Logistique, déplacement de matières agroalimentaires. Qu'est-ce que vous dites là aux entrepreneurs qui sont concernés de changer leur modèle de production, de changer leur business model, de réduire leur marge? Comment ils font? Comment il faut convertir là? Parce que vitesse, bénéfice, c'est quoi les bénéfices? Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Hein. Écoutez, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre de façon pertinente, vous vous en doutez. Parce que, je veux bien que vous essayiez un petit peu. Mais je vais, bien sûr, je suis là pour ça. Mais je peux donner effectivement quelques orientations. La première chose, c'est par les pieds ou par la tête, on s'y met maintenant. Alors pourquoi? Ça peut paraître une banalité ce que je suis en train de dire là. Je vous donne à nouveau quelques informations quantitatives. Je pousse les entreprises à engager des démarches de sobriété, de responsabilité sociale d'entreprise, etc. depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Au moment où nous parlons, des entreprises en France, en Bretagne, même ratio, qui ont une démarche de responsabilité sociétale, incluant une pratique carbone significative, etc., qu'on va considérer comme réelle et sérieuse. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du label qu'on a créé en Bretagne, Bretagne 26 000, etc. La proportion des entreprises qui ont ce niveau-là de maturité en RSE, incluant tout le volet environnemental, 1% des boîtes. 1% des boîtes. Des boîtes qui font de la RSE de manière correcte. Bon, elles savent de quoi on parle et on le fait. Sincère. 10% des boîtes. Des boîtes qui ont une démarche RSE partielle. On arrive à 40%. Des boîtes qui ne savent pas de quoi on parle, 60%. Donc en fait, si vous voulez, et les boîtes qui sont dans les 1%, n'ont pas une empreinte carbone et, comment dirais-je, qui respecte les accords de Paris. On n'en est pas encore là. Donc vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir. Donc le premier point, c'est on s'y met tous parce que, voilà, je vais être un peu vulgaire, on a une putain de super urgence. Donc tout le monde, ça y est, chacun à sa vitesse, chacun avec sa sensibilité, mais on arrête d'y réfléchir, on y va. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, s'il y a, à mon point de vue, une thématique sur laquelle il faut effectivement travailler, c'est premièrement de la sobriété. C'est-à-dire, vous n'investissez pas dans des nouvelles machines, vous n'investissez pas dans des nouvelles flottes de véhicules, vous n'investissez pas... Non, c'est avec tout ce qu'on a, comment est-ce qu'on peut consommer moins ? C'est-à-dire que vous formez vos chauffeurs à l'éco-conduite, vous avez une économie du jour au lendemain de 10% de carburant. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a, et bon, je vais prendre cet exemple-là parce que le temps nous est compté, mais on peut en donner des dizaines d'exemples qu'on peut pratiquer dans l'entreprise. Ensuite, effectivement, il y a l'accès à des matériels plus efficaces, quand bien même ils continuent à consommer des énergies fossiles. Voilà. Et puis ensuite, il y a mettre le coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables. Des solutions, je ne vais pas vous dire que c'est facile de les mettre en œuvre. Je ne vais pas vous dire que ça ne constitue pas, pardonnez-moi, des risques. À chaque fois que vous investissez, vous prenez un risque, c'est une évidence. Mais des solutions, il y en a plein. Donc le petit message rapide et simpliste à une question complexe, c'est première chose,
Just do it. On y va maintenant. Voilà. Et ce que j'ai constaté, moi, c'est que depuis 3 ans, cette inflexion-là, on la constate. Et c'est déjà très encourageant. Christian Buchel, pardon de le présenter comme ça, mais est-ce que effet d'opportunité ou effet d'aubaine, on en parlait un petit peu hier avec le président du MEDEF, est-ce que les événements qui sont en train de se passer évidemment du côté de la Russie et particulièrement de l'Ukraine, notre question de souveraineté énergétique peut faire accélérer l'acceptabilité justement des transitions énergétiques? Est-ce qu'il ne faut pas surfer là-dessus, pardon, encore une fois de le dire comme ça, mais pour travailler sur l'acceptabilité, l'acceptation de la société civile dans les comportements, dans les changements de comportement qu'on évoquait avec Alain à l'instant? La réponse est oui. Alors par contre, je n'utiliserai pas le mot surfer parce que c'est très profond. Je veux dire, est-ce qu'on veut la souveraineté énergétique? Mais je partage complètement la conclusion que vous me proposez. La réponse est oui, mais ce n'est pas parce qu'on surfe, c'est parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je trouve, là, je partage complètement ce que vous avez dit, Alain, en beaucoup d'humilité. Hein. Vous avez dit 1% des entreprises, je ne connaissais pas le chiffre, donc là, ça me fait un peu froid dans le dos. Mais j'avoue, nous, on est organisé autour de 25 directions régionales. Jean-Philippe Lamarcade, le directeur régional Bretagne, est dans la salle. Bon, ça fait quoi, 2 ans qu'au niveau d'une direction régionale, tu mesures, on va dire, ton empreinte CO2, etc. Et que du coup, nous, quand on regarde tes résultats, on dit où t'en es. Donc c'est vrai que c'est récent. Donc en toute humilité, c'est récent. Mais oui, il faut qu'on ait cette souveraineté. Oui, dépendre du gaz sur le plan géopolitique de la Russie, c'est un risque majeur. Enfin, on voit bien, moi j'ai passé quelques années en Allemagne, parce que là on en parle en France de ce sujet-là. En Allemagne, il y a d'autres débats, puisqu'on commence à dire mais qu'est-ce que la chancelière, etc. Donc il y a des débats sociétaux pour dire mais comment on a pu effectivement en arriver là. Donc je crois que c'est très profond, ou quelque part l'intérêt de notre modèle sociétal, de notre modèle démocratique, parce qu'il y a une autre façon d'avancer très vite. Moi, je crois à la façon dans la démocratie européenne, dans laquelle je pense qu'on est tous à l'aise, avec ses nuances, etc., à travers les pays, mais on est à l'aise avec ça. Mais pour aller vite, effectivement, il faut, encore une fois, à mon sens, dans le métier que vit Enedis, dans les métiers, un alignement extrêmement fort entre les politiques publiques nationales et les politiques locales. Et rien ne se fait sans les politiques locales. Donc, c'est pas en haut, en bas, c'est vraiment ensemble. Et on l'incarne assez bien, parce que vous l'avez dit en début, en plus, nous, on n'est pas propriétaire des réseaux, donc on exploite des choses et on discute avec les collectivités locales pour dire combien est-ce qu'on investit l'an prochain, combien est-ce qu'on investit l'année d'après, comment tu es... Bon, je crois que c'est comme ça qu'on avance. Et donc, oui, là, il y a une rareté énergétique qui est une chance plutôt que pour dire surfer. Je cherchais le mot qui est une chance pour dire maintenant, il faut y aller vraiment. L'électrification des usages, je disais 25% en France, 17% en Europe. C'est-à-dire qu'on en importe du pétrole, parce qu'on parle du gaz, mais on peut aussi parler du pétrole, parce qu'il faut baisser toutes les consommations. Je n'ai pas voulu vous couper avant, mais il faut baisser les consommations électriques, mais toutes les consommations. Il ne s'agit pas de faire... Vous savez bien, il y a beaucoup de centrales charbon qu'on rouvre dans plusieurs pays européens, pas très loin d'ici. Donc il faut qu'on baisse toutes les consommations. Donc cette situation géopolitique, elle se rajoute en termes de choix de modèle et non pas de peur, mais vu de nous, Enedis, on est un acteur d'infrastructure de service public. Donc notre rôle, ce n'est pas d'avoir peur ou pas peur. Notre rôle, c'est de rendre possible les transformations, je l'ai dit, sur la mobilité électrique, sur les autoconsommations, sur le raccordement de renouvelables. Quand je dis mobilité électrique, c'est au sens large, parce qu'on fait des choses extrêmement intéressantes en Bretagne, y compris avec les ports, puisque c'est un sujet aussi. On a travaillé avec Brest, sur les ports, qui est un... On va dire, on dépense beaucoup de fuel, et donc on apporte beaucoup de CO2. Donc oui, c'est une situation dans laquelle nous avons la chance d'accélérer, et encore une fois, je reviens à la loi, le gouvernement travaille sur une loi, je ne sais pas comment ça va se passer à l'Assemblée nationale, est-ce que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on simplifie vraiment les démarches pour aller beaucoup plus vite. Vous voyez contribuer à notre souveraineté, autonomie énergétique, notamment, on l'a bien compris. Poignée de secondes qui nous restent avec vous, Daniel Cueff, parce qu'on parle de
On a un peu évoqué le sujet quand on a préparé cet entretien avec Alan, il pourra réagir. Relocaliser, on entend ce mot, hein, relocaliser, ce qui pourrait évidemment contribuer à baisser le réchauffement, la question du réchauffement climatique. Le Covid aussi a mis en exergue, en avant notre dépendance à d'autres économies, et notamment à l'économie chinoise. Est-ce qu'on peut tout relocaliser? Est-ce que nous avons les moyens structurels pour le faire, notamment sur notre territoire en Bretagne? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre, la technologie, et puis surtout l'acceptabilité, toujours dans notre sujet, de revoir accessoirement des usines qui vont fumer sur nos territoires? Est-ce que les Français sont prêts à accepter le retour des usines? C'est très compliqué. La région Bretagne, c'est 3,3 millions d'habitants qui nourrissent 17 millions d'habitants. Et nous allons chercher quelques produits, en Amazonie en particulier, pour nourrir nos bétails. Donc c'est une Bretagne plus grande, en fait, le territoire nécessaire pour nourrir notamment pour fournir l'agroalimentaire est plus important que le territoire breton lui-même. Donc si on parle d'autonomie, je dirais ça pose forcément le problème du devenir de l'élevage, le devenir de nos importations, de nos exportations. Voilà, qu'est-ce que l'on consomme? Est-ce que l'on doit continuer à consommer ça? Qu'est-ce qu'on exporte? Est-ce qu'on doit continuer à exporter ça? Et là, nous allons nous trouver devant une confrontation très importante. Parce que quand vous avez des gens de l'agroalimentaire qui travaillent dans des abattoirs, par exemple, vous leur dites, mais franchement, là, il faut diminuer la viande, il y a du méthane trop important, vous leur dites quoi, symboliquement? Vous devez disparaître. Votre métier n'a pas de raison d'être. Non seulement il n'a pas raison d'être, mais il est pénalisant pour la planète et l'environnement. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, c'est ce que Pierre Bourdieu appellerait la violence symbolique. Et c'est ça qu'au niveau de l'écologie et au niveau de l'action publique, nous devons essayer de faire. C'est-à-dire de voir comment on peut être humble et pas donner des injonctions, des incantations ou des obligations à changer qui aboutiront exactement à l'inverse. Donc il faut qu'on trouve des stratégies, si vous voulez, il faut qu'on travaille sur les stratégies. Et ça, ce n'est pas du tout une évidence parce que nous aurons justement des résistances très fortes dès que nous allons travailler sur ces sujets-là. Par exemple, en Bretagne, tous les plans territoriaux, air, énergie, etc., concluent tous ou la plupart qu'il y a une production de méthane importante sur les territoires, méthane très très pénalisant pour les gaz à effet de serre, bien plus que le CO2. Donc la conclusion de l'action serait la diminution du cheptel. Or ça, si vous voulez, c'est une décision extrêmement difficile à prendre parce que là, vous questionnez des vies entières, des stratégies entières, des entreprises entières. Donc c'est la stratégie du changement qu'il faut absolument travailler et de voir quels sont à l'intérieur des entreprises. La RSE est un des éléments importants, probablement pas le seul. Il y a le transport, la logistique, la production d'énergie, mais comment à l'intérieur de l'entreprise on peut travailler à cette transition écologique sans porter atteinte à la vie des gens, sans leur porter un jugement et en essayant de lutter contre cette violence symbolique qui freine énormément les actions politiques. Est-ce qu'on a encore le temps, Alan, d'échanger, mais surtout de concilier les intérêts de tout le monde, d'attendre que les industriels, ils sont déjà dans cette dynamique de reconversion de leur activité et de leur modèle de production, mais est-ce qu'on a encore le temps de concilier tous les intérêts et de mettre au sacrifice, évidemment, la question de la soutenabilité, des transitions climatiques qui sont en train d'être bouleversées? Qu'est-ce qu'il faut choisir là? Le courage politique, booster et encourager les industriels? On est au stade. Alors, il y a un point qui mérite quand même d'être souligné, c'est qu'on manipule là des concepts qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas avoir, sur tous les sujets dont on traite à cette table ronde, on ne peut pas avoir des certitudes absolues. On a des probabilités élevées de difficultés annoncées. Voilà. Dans ce cadre-là, la question est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on n'a pas le temps, moi, elle me paraît d'une certaine façon un petit peu inutile parce que le sujet, c'est quel que soit le temps qui nous reste et quelles que soient les conséquences auxquelles on va être confronté, plus on va agir vite et fort, et mieux ce sera. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment le message important. Je vous parlais tout à l'heure de cette inflexion dans le monde économique qui a quelques années maintenant. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour que cette inflexion soit forte et elle soit définitive. Et puis, peut-être qu'on n'arrivera pas à comment dirais-je, à effacer toutes les conséquences de ce qu'on n'a pas fait antérieurement, mais de toute façon, on n'a pas mieux à faire. 15 secondes sur la relocalisation. Je n'ai pas eu évidemment toutes les réponses que je voulais, mais c'est bien normal, on n'a pas beaucoup le temps. On est prêt à avoir des usines qui fument à nouveau sur nos territoires. Alors justement, on a fait une étude très approfondie sur les possibilités de relocalisation en Bretagne. Il y a un potentiel énorme. L'idée, c'est absolument pas qu'on réimporte des industries sales. C'est qu'il y ait un cahier des charges environnementales en béton, peut-être pas la meilleure image, mais peu importe, voilà, pour, excusez-moi, un cahier des charges très très exigeant pour relocaliser des industries qui soient nettement plus propres que celles qu'on trouve aujourd'hui, les équivalents dans d'autres pays. Et dans ces conditions-là, on améliore considérablement l'empreinte carbone de la Bretagne et la contribution de la Bretagne à faire sa part dans le concert global. Tout en restant compétitif, parce qu'avec des coûts de production qui vont être évidemment plus élevés, un coût du travail qui est évidemment plus que dans d'autres pays, et puis la main-d'œuvre nécessaire, vous pensez qu'on a vraiment les moyens structurels? Quand on fait l'étude sérieuse là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, on a des possibilités qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Parce qu'en Europe, on a fait des gains de productivité dans les usines, et puis dans les pays émergents, les salaires ont explosé, et donc les écarts de coûts de production ont fondu comme neige au soleil. Donc on a des possibilités aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Transition énergétique entre urgence et acceptabilité. On a essayé de faire le tour d'horizon, évidemment c'est compliqué, on a un peu plus de 45 minutes. Avec nos trois intervenants, on peut les applaudir évidemment tous les trois. Alan, Christiane et Daniel, pour leur présence et leur expression engagée. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup à vous pour votre attention. Excellent appétit, on se retrouve cet après-midi. Le programme continue, ça se passe sur le format papier et sur le web fe-breton.bzh, bien entendu.